Donc de ce côté-là, c'est Josier. De ce côté-là, pardon, il y a le col de l'Arche. Et le propriétaire des clés va nous présenter le secteur. Si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du fort de Tournoux. Alors, on va commencer par expliquer un tout petit peu l'histoire des fortifications dans la vallée, parce que c'est une histoire qui remonte à assez longtemps, hein, finalement. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des forts un petit peu partout dans le coin ici, hein, il faut comprendre que la vallée n'a pas vraiment d'intérêt particulier en elle-même. C'est surtout parce qu'on a un point de passage très intéressant ici, qui est le col de l'Arche, hein, qui vient de la frontière italienne. Donc ce col, c'est un passage qui est réputé depuis très très longtemps comme étant un des plus faciles pour passer la chaîne des Alpes en réalité. Donc c'est un passage qui est utilisé très tôt, hein, c'est dès l'Empire romain, il y avait déjà des troupes qui stationnaient notamment sur le plateau de Tournoux où se trouve le village aujourd'hui, hein, pour contrôler ce point de passage. Alors, les époques anciennes, hein, il faut se dire que c'est plutôt l'enchaînement col de l'Arche, col de Vars qu'on va utiliser, parce que la route du lac de Serponçon qui existe aujourd'hui, elle date de la création du barrage, hein, donc c'est un passage qui est très récent. Avant ça, c'était un passage qui pouvait être emprunté, mais on pouvait faire passer à la rigueur quelques mulets dessus, pas beaucoup plus, hein, c'était assez difficile d'accès tout de même. Donc c'est plutôt voilà, l'enchaînement des deux cols qu'on va protéger. Alors le premier système fortifié qui va être installé dans le coin, c'est les fortifications de Vauban, qui sont installées fin 17e. Donc celles-ci, on va plutôt les trouver à l'extérieur de la vallée pour le coup, parce qu'au XVIIe siècle, cette vallée faisait partie de la Savoie, c'était pas encore le royaume de France ici. Donc à l'époque, on vient verrouiller les frontières qui se situaient plutôt au niveau du col de Vars et au niveau du lac de Serponçon. Donc vous avez par exemple le fort de Mont-Dauphin qui est de l'autre côté du col de Vars, hein, côté Guillestre. Et puis si vous allez du côté du lac, vous avez Saint-Vincent-les-Forts qui est juste à la sortie de la vallée et un peu en périphérie. Ensuite, vous avez Seine-les-Alpes, Colmar-les-Alpes, Entrevaux, etc. Des endroits qui sont un peu à l'extérieur. Suite à la construction des forts Vauban, donc la vallée à partir de 1713, elle va être rattachée au royaume de France de façon définitive, hein, donc ça, avant ça a changé à peu près une quinzaine de fois de main entre royaume de France, duché de Savoie principalement, et donc à partir de 1713 ça devient français et ça va le rester jusqu'à présent. Donc à partir de là on va avoir des projets de fortification un peu plus concrets qui vont apparaître dans la vallée elle-même. Donc le premier, donc ça va être le fort de Tournoux qui est ici, qui est voilà, un endroit assez idéalement situé pour contrôler le passage du col de l'Arche justement. Donc la construction elle commence en 1843. Et la première période de construction, elle va durer 22 ans. Donc on va avoir pendant de 1843 à 1865, on va avoir 3 parties du fort qui vont être installées. Alors je vais essayer de montrer à tout le monde. Ma photo commence à souffrir un petit peu de la saison là. Donc la première partie qui est installée, c'est la partie batterie 12 qui est vraiment tout en bas, hein, près de la route. Donc c'est une batterie de canon souterraine, hein, qui est installée à cet endroit-là pour défendre la route qui est en bas directement. La batterie 12, elle va être reliée à la partie qui est ici le fort moyen par un escalier. Ça vous avez dû voir, hein, le long de la paroi, toutes les ouvertures qu'on voit. Donc c'est un escalier de 805 marches exactement qui permet de relier ces deux parties. Le fort moyen ensuite qui est installé à la même période, hein, donc là c'est vraiment le centre logistique du fort. On a ici deux gros casernements, hein, les deux grands bâtiments qu'on voit depuis la route. Un qui peut accueillir environ 400 soldats et l'autre qui est fait pour une vingtaine d'officiers accompagnés de leur famille. Les officiers avaient le privilège de pouvoir recevoir leur famille sur le fort et c'était possible vraiment de rester vivre à l'intérieur du fort. Et à l'arrière de ces bâtiments, il y a toute la production de nourriture, donc vous avez des boulangeries, des cuisines, des stockages divers et variés, etc. Ensuite, dernière partie qui est installée à cette période, donc c'est le fort supérieur qui est tout en haut ici. Donc à l'origine, le fort supérieur c'est une batterie de canon aussi, hein, donc une partie qui est orientée en direction de la route du col de l'Arche et l'autre qui va défendre plutôt le côté la Condamine, hein, l'autre versant du fort. Voilà. Par la suite, une fois qu'on va installer la batterie des corps ici à la fin du 19e siècle, donc cette batterie de tir du fort supérieur, elle va être remaniée, ça va devenir un casernement puisque donc on a une nouvelle batterie de canon qui est installée. Alors la batterie des corps ici, ça c'est la deuxième période de construction qui va arriver à la fin du... Oui, pardon, vous avez une question. Et nous sur la photo, on est à quel niveau? Et ben on est au-dessus là, on n'est pas sur la photo. Voilà, voilà exactement. Ah, Je vous remontrerai sur le plan après, ce sera plus parlant. Oui, vous en faites pas. Voilà. Donc la batterie des corps ici, c'est une période, c'est fin 19e, hein, on va venir reconstruire ici. Donc c'est une période de fortification qui arrive après la guerre de 1870. Donc la guerre franco-prussienne, hein, qui a été une grosse défaite pour le côté français, et ce conflit il a révélé beaucoup de failles dans les systèmes défensifs qui étaient installés à l'époque, parce que les évolutions d'armement dans la deuxième moitié du 19e en particulier, elles sont très rapides, hein, les canons tirent très vite beaucoup plus loin, deviennent de plus en plus précis, donc voilà, les systèmes défensifs n'ont pas vraiment le temps de suivre la cadence, donc fin 19e on vient refortifier un peu toutes les frontières en s'adaptant à tout ça justement.
Donc c'est le général Serré de Rivière qui va être responsable de la construction. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais on le surnomme le Vauban du 19e siècle, Serré de Rivière. Il a fait réaliser à peu près 250 forteresses dans toute la France. Donc dans la vallée, lui, il va venir sur le fort de Tournoux rajouter la batterie des corps, donc une nouvelle batterie de canon plus élevée en altitude, qui va permettre de tirer beaucoup plus loin. Et on a aussi un petit fortin qui va être installé tout au sommet du plateau, là-haut, qui s'appelle le fortin du Cerf de l'Hôte, qui était donc principalement un poste d'observation, là-haut, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc Serré de Rivière va véritablement créer le système défensif de la vallée en faisant construire des forts un petit peu partout ici. Un principe défensif assez important qu'il a mis en place, Serré de Rivière, c'est qu'il va faire construire plusieurs petites positions fortifiées qui peuvent toutes se couvrir mutuellement. Donc on a un réseau de forts qui ne sont pas éloignés de plus de 5-6 km les uns des autres et qui peuvent tous se couvrir l'un l'autre. Voilà. Je vous montrerai quelques édifices qu'il a fait réaliser à l'époque. Et ils ont servi. Alors, j'allais y venir justement, donc ces forts, en fait, voilà, le fort de Tournoux, on va continuer à l'améliorer jusqu'au début du XXe siècle, donc en préparation de la Première Guerre mondiale. Finalement, la Première Guerre mondiale n'a pas eu lieu sur la frontière italienne, puisque l'Italie est passée côté allié au début du conflit. Donc toutes les améliorations, vous allez le voir, qui ont été apportées ici au début du XXe siècle, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas terminées du tout, qui ont été laissées en plan et qui n'ont jamais été terminées. Et donc ce fort, on va finalement seulement s'en servir pendant les attaques italiennes de juin 1940. Donc c'est la seule utilité. On a vu plus rentable dans l'histoire, 35 ans de construction pour 10 jours d'utilité au final. Mais il faut se dire que voilà, les constructions, en particulier celles de ces époques, l'aspect dissuasif était très important. Le fort de Tournoux n'est pas fait du tout pour être caché, il était fait pour être vu depuis la frontière italienne. Et on peut dire qu'il a quand même rempli un peu son rôle, puisqu'il n'y a pas eu d'invasion pendant toutes ces années. Là, vous pouvez voir le fossé qui est là. Donc le fossé, vous allez le voir, il fait à peu près 500 mètres de long. Il va recouvrir vraiment toute la partie qui est la plus facile d'accès de la batterie. De l'autre côté, on a la falaise qui est suffisamment escarpée, donc pas la peine d'installer de défense par là-bas. Donc pour défendre le fossé, on va trouver des petits bâtiments comme celui qu'on voit juste dans le fond ici. Donc ça s'appelle une caponnière. C'est un bâtiment qui est fait pour la défense rapprochée. Vous pouvez voir qu'on a des ouvertures de tir un petit peu sur tout le tour. On ira voir ça depuis l'intérieur un peu plus tard pour voir un peu comment c'est fait dedans. Alors au niveau des matériaux utilisés, ici on va principalement trouver de la pierre maçonnée. Ils récupèrent beaucoup de matériaux sur place à l'époque pour éviter les coûts de transport supplémentaires. Donc tout ce qui a été excavé en creusant les fossés, les tunnels, etc. On récupère, on construit directement avec. Comment ? Mortier peut-être, non ? Le mortier, oui, c'est ça qui est ramené pour le coup. C'est des mélanges de terre et de chaux en général. Un petit aqueduc, ça c'est pour ramener l'eau. Ça j'en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, effectivement c'est un apport en eau ici. Alors la dalle bétonnée qui est sur le bâtiment, ça c'est un ajout du XXe siècle. De façon assez générale, tout ce qu'on trouve de bétonné ici, c'est plutôt des ajouts qui sont faits au début du XXe, parce que le béton fin 19e ça existait déjà, mais c'est un matériau qui coûtait très cher à produire à l'époque, donc on en utilise très peu en général pour des petites fondations, des choses comme ça. Alors à l'origine, à la place de la dalle bétonnée, on va avoir un toit en pierre maçonnée comme le reste du bâtiment. Et pour protéger les bâtiments à cette époque-là, on va simplement les recouvrir avec un tas de terre. Donc on va utiliser le talus qui est derrière ici pour venir protéger le bâtiment. Alors cela dit, la dalle bétonnée, elle va être ajoutée essentiellement parce que, en fait, en même temps même que la construction de la batterie, ici, va apparaître un nouvel armement, une nouvelle munition qui va vraiment mettre à mal tous les systèmes défensifs de l'époque. On parle de la crise de l'obus-torpille en 1885. En fait, pour expliquer le principe, on va créer un nouvel explosif qui s'appelle la mélénite, qui remplace donc la poudre à canon. Et ça fonctionne différemment. En fait, la poudre, il fallait juste un impact pour que ça se déclenche. La mélénite, il faut le faire chauffer à une certaine température pour que ça explose. Donc ça va changer complètement l'utilisation des obus à partir du moment où c'est inventé. On va pouvoir dès lors les faire exploser quand on veut. En fait, on peut les faire exploser avant l'impact, après l'impact, etc. Le principe de l'obus-torpille, justement, c'est que ça se plante dans le sol et que ça explose ensuite. Donc ça, contre le système du tas de terre, vous pouvez imaginer un petit peu le résultat que ça donne. Voilà, donc la dalle bétonnée, elle va être essentiellement rajoutée pour protéger de ce nouvel armement. Alors ça, il faut comprendre que c'est un petit peu toute l'histoire du fort de Tournoux ici. La construction, elle prend systématiquement beaucoup de temps à l'époque, déjà parce que le terrain est pas forcément le plus facile à construire. C'est une roche qui est assez friable ici. Il y avait énormément d'accidents pendant toutes les périodes de construction. L'enneigement aussi fait que, voilà, ici c'est à peu près 6 mois de neige par an à l'époque pendant lesquels on pouvait pas travailler du tout. Et puis des périodes où ils ont manqué de main d'œuvre, des choses comme ça. Ça ralentit systématiquement beaucoup la construction et le fort se retrouve en fait systématiquement dépassé par les évolutions d'armement qui se font en parallèle. La batterie des corps était à peine terminée, qu'elle était déjà obsolète en fait par les nouveaux armements qui sont apparus.
Il était occupé toute l'année, enfin totalement. Alors, pas toujours. Au départ, il y a eu une occupation que les périodes les moins enneigées, donc de avril à octobre à peu près. Et à partir de 1888, il y a un régiment qui est venu s'installer de façon permanente ici. Ce qui est intéressant parce que en France, 1887, c'est l'année de la création des troupes de montagne justement, donc les chasseurs alpins qui sont les plus connus. Mais voilà, on a créé des régiments régionaux à l'époque qui vont être spécialisés dans certains terrains, voilà, pour combattre. Et donc c'est un régiment de troupes de montagne justement qui ont été les premiers occupants permanents du fort. On va faire le 50 mètres de dénivelé. Vous avez vraiment le fort d'un seul tenant. La seule partie qui est séparée de tout le reste, c'est le petit fortin du Tiers de l'Hôte qui est au sommet du plateau là-haut. Donc là-haut, c'était principalement un poste d'observation. Comme je disais, on est à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. De là-haut, on voit le col de l'Arche qu'on est censé surveiller. Vous verrez que d'ici, on ne le voit pas tout à fait, le col de l'Arche. Il est un peu caché derrière la montagne encore. L'intérêt d'être au sommet du plateau, c'est qu'on pouvait aussi à l'époque contrôler l'autre côté, donc le côté Guillestre, le Queyras, etc. Puisque la frontière italienne arrive dans le Queyras, donc c'était intéressant d'avoir un contrôle des deux côtés du plateau. Oui. Alors l'autre chose qu'on trouve là-haut, c'est la petite tour qui a été dessinée là. Ça c'est un petit, ce qu'on appelle un relais optique, c'est un des systèmes de communication de l'époque. C'est un système très efficace, ça marche un peu comme un sémaphore sur un bateau. Vous avez une grosse lampe à huile à l'intérieur de la tour, ensuite une lentille qui permet d'envoyer la lumière vers un autre poste, et devant on a un volet qu'on ouvre ou qu'on ferme pour faire passer des messages en morse lumineux de cette manière. Donc c'est un système très très efficace. Pour donner une petite idée, donc le poste qui est sur le plateau de Tournou ici, c'est un relais pour la batterie de Dormiouz qui se trouve à Saignes-les-Alpes, et la batterie de Dormiouz à Saignes-les-Alpes, elle communique d'un côté avec le fort du Montfaron sur les hauteurs de Toulon, et de l'autre côté avec j'ai oublié le nom, de fort sur les hauteurs de Grenoble. Donc ça communique en direct comme ça sur des centaines de kilomètres. Voilà. Évidemment, ces grandes lignes là, elles marchent que par temps dégagé. Si le temps ne le permettait pas, il y a justement des petits réseaux relais comme celui qu'il y a sur le plateau de Tournou qui permettent de rebalancer le message entre les positions. Mais par temps dégagé, pour passer un message entre ces deux villes, c'est moins d'une demi-heure, ce qui est très très impressionnant pour l'époque. Voilà. Et ça pallie à beaucoup de soucis que pouvaient avoir notamment les pigeons voyageurs, des choses comme ça. Les messages sont quasiment impossibles à intercepter, il faut être vraiment dans le bon axe pour pouvoir voir tout ça, et quasiment immédiat en plus. Voilà. Donc c'était très très efficace. Et le fort en lui-même, il est là-dedans du coup. C'est ça, voilà, à partir de là, oui. Alors l'autre moyen de communication qui est beaucoup utilisé à l'époque, c'est le télégraphe de chape. Donc, ça c'est des grandes structures en bois qui font 4-5 mètres de haut avec des parties un peu comme des bras qu'on faisait pivoter comme ça, et on formait des lettres avec ça, puis on s'envoyait des messages de cette manière. Donc ça c'était un peu plus transportable comme moyen de communication, mais ça couvre des distances beaucoup moins importantes forcément. Et la fumée, non? La fumée, non. Ouais, les pigeons voyageurs, ça existait par contre, mais il y avait des soucis. Les pigeons voyageurs, les messages n'arrivaient pas, ils se faisaient intercepter très régulièrement. Alors on est arrivé aux batteries. Comment? Non, on répondait à ma grand-mère. Ah, on est aux batteries, oui. Alors, l'autre chose intéressante ici, c'est les chemins d'accès qui permettent de relier les différentes parties du fort entre elles. Systématiquement, il y a deux voies qui ont été installées, donc un passage à pied pour les soldats et un passage chariotable pour pouvoir amener le matériel tiré par des mulets. Je vais vous montrer un petit exemple sur la photo. Je vais faire passer à tout le monde. Donc, pour relier le fort moyen et le fort supérieur, là vous avez déjà le passage en lacet là, qui parcourt toute la falaise qu'on voit ici. Donc, je montre à tout le monde, voilà, le passage en lacet qui est là. Donc ça c'est le passage chariotable qu'on voit ici, donc, qui est assez large pour faire passer des charrettes, c'est le passage qui est là. Donc, je montre à tout le monde. Alors, petite originalité dans l'architecture là pour s'éviter un peu de pénibilité de faire ce trajet, parce que là il y a 250 mètres de dénivelé à peu près entre les deux parties, avec que des virages en épingle à cheveux sur 250 mètres. En fait, à chaque tournant, ils ont installé un pilier qui permettait que la roue, le moyeu de la charrette se prend dedans, et ça la faisait pivoter comme ça toute seule. Ça permettait de gagner un petit peu de temps quand on faisait ce trajet, quoi. Parce que sous l'époque Vauban, pour passer des passages comme ça, en fait, ils étendaient un peu plus les virages, et on avait des charrettes qui s'attelaient des deux côtés, donc on dételait la charrette d'un côté, on la ratelait de l'autre côté, on repartait, mais c'était long de faire comme ça, donc là ils avaient trouvé un autre moyen. L'autre passage, c'est le chemin de ronde là qui parcourt toute la muraille juste là.
Voilà, donc hop, je montre à tout le monde, c'est le petit chemin qui est ici, ça c'est le chemin à pied pour les soldats hein, qu'on peut voir là, donc ce truc-là. Voilà. Là aussi, il y a un petit truc original dans l'architecture, dans chaque petite tour qu'on peut voir, là, il y a un escalier en colimaçon, et une tour sur deux, il change de sens. Une fois, il part à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. C'était pour éviter qu'ils aient le tournis en fait en faisant ce trajet. Parce que 250 mètres là, toujours dans le même sens, je vous raconte pas l'état du gars à la fin, donc ils avaient vraiment réfléchi à ce genre de choses. Ça c'est un truc qu'on trouve pas à beaucoup d'endroits pour le coup. Ouais, c'est bien passé. S'ils avaient un fusil ou un truc comme ça qui dépassait, il fallait qu'ils changent de côté. Peut-être, oui, c'est ça. Au Moyen-Âge, on disait passer l'arme à gauche, je sais pas si vous connaissez. Tous les escaliers dans les châteaux médiévaux, tous les escaliers tournent toujours dans le même sens parce qu'il fallait avoir l'épée elle était que d'un côté, c'était que du côté droit, et passer l'arme à gauche, bah, c'est qu'on était dans le mauvais sens de l'escalier, quoi. Ça veut dire ça, quoi. Voilà. Il y avait des lances aussi, hein. Il y avait la lance surtout. Hein. Il y avait la lance. C'est la lance. Hein. On continue? Ouais. Allez, il y a un petit raidillon là, puis on arrive bientôt à l'entrée, c'est la dernière ligne droite. Elles vont jamais être terminées en réalité, ils vont jamais reprendre par la suite, parce que quand on sort de la Première Guerre mondiale, l'évolution majeure d'armement, hein, c'est l'apparition des bombardements d'aviation qui commencent à occasionner des énormes dégâts aux bâtiments, et donc à l'époque on n'a pas jugé nécessaire d'améliorer plus que ça ce fort, qui de toute façon n'aurait pas trop tenu le coup face à l'aviation. Et dans les années 20, c'est un nouveau système fortifié qui va être conçu, qui est la ligne Maginot, hein, qui est vraiment conçu pour se protéger contre l'aviation justement, donc des constructions bétonnées, souterraines, voilà, donc les constructions en pierre maçonnée, on abandonne un petit peu ce genre de choses. Toutes les ouvertures qu'on peut voir le long de la paroi, ça c'est pareil, hein, c'est un casernement qui a été rajouté ici, donc dans les mêmes années, hein, aux alentours de 1910. Ce casernement il devait augmenter la capacité du fort de 650 soldats, mais il ne va jamais être terminé en réalité, donc il n'a jamais servi en fait. Hein, voilà. Pas le pont d'origine, hein, celui-là, mais vous pouvez voir qu'ils ont laissé une planche un petit peu plus longue au milieu. Ça permet de symboliser qu'à l'époque cette partie-là c'était une partie pont dormant, donc une partie fixe, et ici on avait de l'autre côté une partie pont-levis qui pouvait se relever. Donc là le système de pont-levis a été enlevé complètement. Je vais vous ouvrir ça. Là, c'était une grille à l'origine ou c'était vraiment C'était la porte comme ça. Ah, Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de serres de rivière où c'est juste une grille. Allez-y. Merci. La cour centrale du fort. Je pense qu'on va visiter une bonne partie aujourd'hui. À cet endroit-là, c'était prévu d'y installer une cuisine et des sanitaires. Vous allez voir qu'ils avaient même commencé à creuser en dessous des pièces, hein, pour installer une citerne en dessous de ces bâtiments-là pour avoir un point d'eau à proximité. Et ensuite, donc, toutes les alcôves qu'on va traverser, c'était prévu pour des dortoirs. Donc on va aller en voir un qui a été installé en partie, hein, pour voir à quoi ça aurait dû ressembler à l'époque. C'est la partie 1813. J'ai fini la saison après. C'est plus responsable derrière. Tu ne connais pas. Je vous ai jamais vu. À mon avis, hein, c'est sûr. Hein. Faites gaffe, c'est dangereux, mais je sais pas non plus. Tu peux pas être tous les soirs à faire planton. Ah bah non. Tu peux laisser les gens sont responsables. Ah oui, oui. Un dortoir. J'ai prévu de mettre 600 personnes. Hubert, il connaît tout, passionné. Regarde ce qu'il faut faire là. Ah oui, il est super. Là, ils ont retapé un petit peu la poutre douce qu'il y a près pour nous là. Ah oui, tout à fait, oui, oui.
Le dortoir tout équipé. C'était grand à l'époque. Que les enfants en Ici, général. sous-officiers, on découpe, ils dorment là. Ici, sous-officiers, on découpe. Ouais, c'est le dortoir. Ouais. Il y a même un volet en place. On va mettre pause. Parti, donc le casernement en totalité était prévu pour 650. Donc normalement par chambre là il y aurait eu à peu près 50 ou 60 hommes, quelque chose comme ça. Donc sur une couchette comme celle-ci, c'était a priori 5 qui étaient prévus dans ce sens-là. Donc le confort des lits à l'époque c'est les paillasses, hein, donc c'est un planche en bois avec un tas de paille par-dessus, ce qui n'est pas vraiment choquant pour l'époque, hein, c'était assez courant, surtout dans les campagnes, hein, de dormir de cette manière-là. Alors au niveau du confort qu'on peut trouver ici, donc déjà ils avaient prévu de fermer le bâtiment, hein, à l'origine, donc la demi-voûte sous laquelle on se trouve ici, c'était prévu que ce soit un couloir qui aurait donc fermé tout le bâtiment sur cette façade. Ils n'auraient pas laissé tout ça ouvert, hein, puisque ici les hivers à l'époque à cette altitude c'est facilement moins 20, moins 30 degrés, hein, donc voilà, on avait prévu de fermer, et c'était aussi prévu de chauffer pendant l'hiver, hein, donc vous pouvez voir les ouvertures là qui sont dans le plafond. Ça c'était prévu pour évacuer les fumées d'un poêle à bois qu'on aurait installé ici pendant l'hiver. Voilà, donc, il y aurait probablement, il n'y a pas d'emplacement qui paraît vraiment prévu pour le poêle, hein, donc le plus probable c'est qu'ils auraient sûrement enlevé une armature de lit comme ça et puis mis le poêle à la place pour l'hiver. Au niveau de l'isolation, alors ici vous pouvez voir qu'on est sous une partie où il y a pas mal d'humidité, hein, qui passe au travers. Normalement les voûtes un peu mieux terminées, vous allez voir dans la partie d'après qui est un peu mieux finie, on vient normalement réinjecter du béton par-dessus la voûte une fois qu'elle est montée pour colmater vraiment tout ça, ça permettait de protéger aussi un petit peu. Et ensuite il y a un tas de terre qui est rajouté par-dessus, hein, donc qui est bien tassé par-dessus, qui servait donc à la fois de protection mais aussi d'isolation à l'époque. Donc là voilà, on est sous une partie qui n'est pas encore recouverte. Pour la ventilation, ici vous pouvez voir le tuyau qui est tout au fond de la pièce là-bas sur la droite. Donc ça c'est prévu qu'il y en ait un deuxième de l'autre côté à l'origine, hein, il y avait l'emplacement déjà préparé. Et ça c'est un petit peu la VMC de l'époque en quelque sorte, hein, les tuyaux ils passent en dessous du sol de la pièce et ça arrive en plein milieu, là on voit l'autre embouchure qui est en plein milieu du dortoir. Donc ça c'était vraiment pour la circulation de l'air, pour essayer de maintenir tout ça au sec. Si on avait eu 50 bonhommes dedans, je pense qu'il fallait aérer de temps en temps. Et ça, c'est quelle époque, la ventilation? Ça, c'est de début 20e, quoi. On est en 1910, quelque chose comme ça. 19e, mais il n'y avait pas de. Alors, si, 19e, ils avaient déjà des trucs comme ça, hein, pour le coup, mais c'est juste des tuyaux, hein. Il n'y a pas il n'y a rien à l'intérieur pour faire circuler l'air, ça passe. Et ici, voilà, c'était assécher les bâtiments, les choses comme ça, c'était un problème qui était assez récurrent parce que l'humidité, à cause de la paroi rocheuse, des choses comme ça, c'était des soucis qu'ils avaient fréquemment, quoi. Les bâtiments du fort moyen, ça c'est un truc, on va pas les voir mais je peux vous expliquer. Les bâtiments du fort moyen qui sont là, ça c'est un truc qui est assez dingue en fait. Ils sont vraiment à flanc de falaise derrière, donc il y a un côté, le côté qu'on voit qui est à l'air libre, et de l'autre côté c'est adossé à la falaise directement. Et en fait pour éviter l'humidité, il y a un couloir qui fait à peu près 10 mètres de large là, entre la falaise justement et le bâtiment, qui permettait vraiment que l'air circule, etc. quoi. Avec une super route. Ouais. On va aller jeter un œil dans la partie d'à côté là qui est un peu mieux finie. Donc c'est encore des dortoirs qui étaient prévus et on va aller voir l'emplacement sur la citerne qui est au fond. Alors tout ce qui est voûte, arche, c'est juste pour des questions de public. C'est aussi pour des dortoirs. C'est bien quand la lépine. On va faire mieux. Bon, je t'accompagne de toute façon. Et puis... Ouais, les enfants passage. Voilà. Oh, mais il y a de l'eau.
Oui. Ouais, ça c'est top. Si vous avez une petite soif, n'ayez pas trop peur d'attraper des maladies du Moyen-Âge. Hop, hop, hop. Bien la beau. Il est sympa le lavabo. Tu l'avais ça? Il y avait la cifre, Exactement. Ah, mais il y a de l'eau. Ouais, ouais. Bonne à voir. Vous pouvez toujours essayer, ouais. Ou alors vous les donnez à moi, ça va. C'est mieux, aussi les deux après. Ceux qui ronflaient, les mettaient dedans. C'est ça. Voilà. Oui. Il y a encore de l'eau d'ailleurs. Donc ici on est voilà, partie un peu mieux terminée. Là vous pouvez voir sur la voûte, hein, on voit le béton qui est réinjecté par-dessus la voûte une fois qu'elle est montée. Donc ça donne ça, normalement une fois que c'est mieux fini, hein, ça isole vraiment bien. Là vous pouvez voir qu'il y a un puits, hein, vous avez sûrement remarqué. Donc là en fait c'est parce que sous le sol de cette pièce il y a une citerne qui a été installée comme celle qui a été prévue de l'autre côté. C'est aussi pour ça qu'on a les renforts en acier, hein, qui sont rajoutés un peu tout le long ici. Donc cette citerne là elle fait 300 mètres cubes à peu près. C'est pas la seule réserve d'eau qui soit présente sur le fort évidemment, parce que donc, la capacité du fort maximum c'est 1200 soldats à l'intérieur et c'était prévu de pouvoir tenir des sièges de plusieurs semaines dans le fort, hein, en cas d'attaque. Donc il y a des réserves d'eau un peu de partout. Les plus grandes citernes elles font 3000 mètres cubes, hein, au niveau du fort moyen qui est un peu plus bas. Alors le captage en eau c'était quelque chose d'assez compliqué ici, hein. Ils ont au départ capté une source qui était assez proche et puis finalement elle finit par être assez vite tarie cette source, donc ils vont devoir aller chercher l'eau beaucoup plus loin. C'est une source qui est captée du côté du col de Vars, hein, qui est ramenée jusqu'ici, donc il y a un réseau de canalisation qui est installé depuis là-bas pour ramener l'eau jusque là, hein. C'était voilà, pas forcément évident, il y avait des montagnes à passer, etc. Voilà, donc ça a été assez compliqué. Si vous avez vu le petit aqueduc là qu'on voyait au tout début de la visite dans le fossé, il est intéressant parce qu'il y a vraiment les deux périodes d'apport en eau là-dessus. On a au départ des canaux en bois à ciel ouvert, hein, qui étaient installés. Donc ça c'était une période où il n'y avait pas encore d'occupation permanente sur le fort, justement les mois d'hiver il n'y avait personne. Et à partir du moment où il y a une occupation permanente de 1888, hein, donc on a un réseau de canalisation métallique qui a été installé pour ramener l'eau, pour protéger un peu mieux du gel, etc. Et ça restait quelque chose d'assez compliqué. Voilà. Donc là, le bâtiment il s'arrête ici. Normalement, ils avaient prévu, hein, à l'origine de prolonger encore. Hein. Il y avait d'autres pièces qui étaient prévues un peu plus loin, mais qui ont finalement jamais été installées. Mais vous pouvez, si vous allez jeter un œil dans la pièce d'à côté, vous verrez qu'ils avaient déjà préparé le couloir pour continuer à accéder aux autres pièces. Voilà, je vous laisse faire un petit tour. On va remonter. Donc là, il y avait 9 canons qui étaient installés fin 19e. En tout, sur la batterie des corps, il y avait 15 canons, hein, donc un peu plus loin, on a la position de batterie inférieure avec 6 autres canons qui étaient installés à l'époque. Donc la position de batterie inférieure, elle est plutôt orientée côté la Condamine, hein, et puis la position supérieure ici en direction de la route du col de l'Artiste. Alors je vais vous montrer quelques photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait quand c'était tout neuf. Voilà. Donc ça c'est une photo qui a été prise pour l'inauguration de la batterie. On est en 1895, elle vient d'être terminée. D'ailleurs les personnages qu'on voit ici, c'est des investisseurs, hein, qui ont participé financièrement au projet. Donc c'est quelque chose qui se faisait souvent à l'époque, hein, quand on avait participé financièrement, on venait poser sur la photo à la fin. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, hein, ici, c'est les canons qui sont en hauteur. Là, donc ça c'est vraiment l'armement performant de l'époque. Donc des canons qui lancent des obus. À l'époque de la photo, ça fait à peu près une cinquantaine d'années qu'on a commencé à remplacer les boulets de canon par les obus en France. Et on parle d'artillerie rayée. Donc, je vais expliquer un petit peu le concept. Donc ça, il y a des rainures à l'intérieur des tubes de canon en forme d'hélice qui permettaient de plusieurs choses. En fait, c'est une invention qui a vraiment révolutionné l'artillerie. Ça, c'est en fait avant que ça existe, les tubes de canon étaient lisses à l'intérieur simplement. Donc le problème avec un tube lisse,
c'est qu'il fallait faire forcément le projectile un peu plus petit que le diamètre du tube, sinon ça passait pas dedans. Et donc quand on tirait, ça ricochait dans le tube et ça rendait les tirs de canon très imprécis de cette manière. Et en plus de ça, avec un tube lisse, quand on tirait, l'obus il partait un peu dans tous les sens. On n'était même pas sûr qu'il tape sur le détonateur qui les faisait exploser à l'arrivée. Voilà. Donc ça permettait, voilà, ces rainures elles permettent de stabiliser l'obus dans le conduit, et avec l'effet gyroscopique, l'obus continue à tourner en l'air et ça le conserve dans la même direction. On est sûr qu'il explose à la fin. Il y a 2 bacs de bronze justement. Il y a 2 bacs de bronze sur l'obus. Pour l'équilibrer. Pas pour l'équilibrer parce que elle prend l'empreinte des rayures et ça fait étancher l'essai pour ne pas perdre la compression des explosions. D'accord. Je savais pas qu'il y avait ces trucs-là pour le coup. Voilà. Donc ça, quand je dis, ça a vraiment révolutionné l'artillerie, c'est une invention qui est assez ancienne, ça date du XVIe siècle à peu près, les rainures comme ça dans les... on a d'abord équipé les fusils, les choses comme ça de cette manière, et à partir de 1858, on met ça en place dans l'artillerie. On va passer de 2-3 km de portée maximum à presque 10 km avec ces rainures, c'est quelque chose qui a vraiment fait beaucoup évoluer. Et plus précis. Et plus précis aussi, évidemment. Voilà, donc ça c'est l'artillerie rayée lanceuse d'obus, mais vous pouvez voir qu'il y a toujours des boulets de canon qui sont utilisés ici. C'est probablement, il restait des stocks à écouler à l'époque, c'est pas un projectile qui est très efficace, le boulet de canon. Ça se voit assez bien avec l'utilisation qu'ils en faisaient, ils lançaient ça avec le tout petit mortier là qu'on peut voir dans le coin. Et ça, il le surnommait un crapouillot, ce petit mortier, donc ça peut donner une idée du résultat que ça produisait. Le crapouillot, ça tire pas très loin, 1 km de portée maximum en contrebas, comme ça, voilà. C'était... Ça sont beaucoup servis en 14. En 14 Oui. Pour détruire des bâtiments, à la rigueur, des choses comme ça, mais tuer quelqu'un avec ça, fallait... C'était un mortier de tranchée, pour ainsi dire. Ce qui est de l'autre côté, ça j'en parlerai un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le canon revolver. C'est les premières mitrailleuses qu'on a vu apparaître en Europe, donc l'arme avec la poignée qu'on fait tourner là, ça c'était plutôt pour défendre le fossé que c'était utilisé. Alors deuxième photo, hop. Le parpaillon. Voilà. Signal du parpaillon. Non, pas tout ça, non, c'est ici. Donc c'est une photo prise en hiver, ce qui est intéressant, comme j'ai dit, il n'y a pas eu toujours d'occupation permanente sur le fort, donc c'est seulement à partir de 1888 qu'un régiment est venu s'installer ici été comme hiver. Donc c'était le 157e régiment d'infanterie de l'Ardèche qui ont été les premiers occupants permanents. Donc il y avait une moitié du régiment qui restait du côté de Saint-Étienne pendant une moitié de l'année, et ensuite ils permutaient avec l'autre moitié qui était sur le fort de Tournou justement. C'était le premier régiment de troupes de montagne, comme je disais, donc avec des chasseurs alpins, etc. D'ailleurs, l'officier qui est là, vous pouvez voir qu'il porte le béret qu'on appelle la tarte à l'armée, qui est vraiment la tenue typique des chasseurs alpins côté français. Voilà. Donc les chasseurs alpins, c'est plutôt une création italienne à l'origine. C'était, on appelle les alpini côté italien. Donc des troupes spécialisées dans le combat en montagne, qui se déplacent à ski en hiver, etc. La différence, c'est que côté italien, ils ont un beau chapeau à plumes. Voilà, chacun son truc. L'autre chose intéressante, c'est l'emplacement où a été prise cette photo. C'est quasiment l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Vous pouvez voir le tunnel qu'on voit dans le fond ici. Il est juste derrière là. Voilà. Sachant que cette photo date d'avant la création de ce bâtiment ici. Donc il n'y avait pas le talus sur lequel on est. Tout ça c'était au niveau du sol. Donc c'était vraiment l'endroit où on est. Ça s'appelle un abri traverse. Donc c'est un bâtiment qui servait à se protéger en cas de bombardement. Mais c'est surtout ici qu'on va préparer les munitions à l'époque. Donc les soldats ici vont recevoir des caisses de poudre. Avec la poudre, ils vont donc remplir les douilles d'obus. Ensuite, ils assemblent ça au corps explosif de l'obus. Et une fois que c'est prêt, on fait passer ça par la petite fenêtre qui est tout au fond. Là-bas, un autre soldat qui amène ça jusqu'aux positions d'artillerie qui sont au-dessus, simplement. Donc derrière, il y a un petit couloir protégé pour pouvoir amener ça jusque là-bas. Voilà. Donc d'ailleurs, la petite fenêtre, on appelle ça un passe-obus. C'est comme un passe-plat, mais pour les obus. Alors cela dit, il y a 2 modèles d'obus qui étaient utilisés ici à l'époque, donc un modèle de 95 mm de diamètre, ceci pesait à peu près 10-11 kg, donc c'était assez facile à transporter de main en main comme j'ai expliqué. Par contre l'autre modèle utilisé c'était 155 mm de diamètre et ceci pesait 40 kg à peu près, donc ça c'était un peu plus compliqué à transporter à la main. Pour ceci on va plutôt utiliser le conduit qui est juste au-dessus, là il y avait un système de treuil poulie en haut et on va amener l'obus jusque là avant de l'amener aux positions d'artillerie à côté. Alors le conduit servait à d'autres choses aussi à l'époque, c'était aussi simplement pour l'aération, ça permettait la circulation de l'air à l'intérieur. Le but c'était maintenir tout ça au sec parce que la poudre humide ça sert plus à grand chose, donc il faut vraiment maintenir au sec. C'est aussi pour ça qu'on a de la chaux qui a été mise sur les murs ici, ça permettait d'assécher vraiment au maximum. Et la dernière utilité c'est une sorte de soupape de sécurité en fait ce conduit. En cas d'explosion dans le bâtiment, ça va permettre de diffuser l'explosion par là plutôt que ça fasse sauter tout le bâtiment justement. La porte qui était ici était faite en bois pour la même
raison, hein, si jamais on avait une explosion, ça faisait sauter la porte plutôt que faire sauter tout le bâtiment. Alors malheureusement à l'époque ils pensent pas trop à la vie des gens qui étaient à l'intérieur pour le coup. Faut savoir que c'est souvent des gens du peuple on va dire qui se retrouvaient ici. Hein. Il y a une pratique qui était encore très courante à l'époque. Ouais bonhomme, on parle tous les deux en même temps, ça va pas le faire. Donc une pratique. Et oh s'il te plaît. Une pratique qui a perduré jusqu'en 1905 et puis par la suite il y a eu des lois qui ont empêché ce genre de truc. Faut savoir le service militaire à cette époque-là ça se décidait encore par tirage au sort. Donc on tirait un numéro, si on tirait le bon numéro on faisait quand même le service mais on faisait que 6 mois ou 1 an. Et si on tirait le mauvais numéro on faisait tout le service. Alors non à cette époque-là c'était 2 ou 3 ans le service militaire. C'était déjà très long. 7 ans c'était il y a plus longtemps ouais, pour le coup. C'était plus ancien. Donc là voilà c'est quand on faisait le service complet et en fait c'était encore possible à l'époque pour les gens qui en avaient les moyens en général s'ils tiraient le mauvais numéro ils pouvaient encore payer quelqu'un qui aille faire le service militaire à leur place. Donc il y a des gens qui se retrouvaient même à cumuler plusieurs services militaires de cette manière hein, donc ils se retrouvaient à passer 4 ans 6 ans au service quoi, ouais. Voilà, donc ici en général on trouvait souvent comme on disait des gens du peuple hein, et on se souciait pas trop de leur sort hein, de façon générale. La deuxième génération d'armement de 1925. Alors je vais déjà vous montrer, je vais commencer par la première génération d'armement, donc les canons de la fin du 19e, ça ressemblait à ça, c'était ici, donc je vais vous montrer le beau dessin, et vous expliquer un peu les caractéristiques hein, de toute façon. Voilà. Je vais tourner un petit peu. Top. Alors donc, à la place hein, ici on avait un plancher en bois qui recouvrait le sol. Alors les caractéristiques des canons de l'époque, on a des canons qui sont faits en acier, donc ça va commencer à partir, c'est moitié 19e à peu près aussi. Si vous voulez pas faire sur vidéo, il faut faire un papier en 5 exemplaires. Des mal faits, des choses comme ça risque carrément d'exploser au moment du tir. Hein, donc on va résoudre le problème en faisant des canons en acier beaucoup plus solides. Et après la guerre de 1870, on va commencer en France à charger les canons par la culasse, donc par l'arrière du canon. Ça a été une des grandes raisons de la défaite française en 1870. Hein. À l'époque, il faut se dire que côté prussien, côté français, les enfants s'il vous plaît, c'est gentil, les gens ils essayent d'écouter. Voilà. Donc 1870, l'armement côté prussien et côté français était à peu près le même, sauf qu'en France on chargeait encore à cette époque-là les canons par la bouche, donc par l'avant du canon, alors que côté prussien ils avaient déjà commencé à charger par la culasse, qui est beaucoup plus rapide en réalité. Donc, voilà. Donc on a appris de nos erreurs suite à ce conflit, on commence aussi à charger par la culasse côté français. Perdure quand même un souci qu'on n'arrive pas à maîtriser à l'époque, c'est les histoires de recul des canons. Donc, au moment du tir, le canon a tendance à reculer, donc pour essayer de résoudre ça, on les attache à l'avant, on rajoute des coins derrière les roues hein, pour éviter ça, mais malgré tout, à chaque tir, le canon va pas mal se déplacer, hein, 1 mètre ou 2, donc ça fait perdre de la portée, ça fait perdre de la précision aussi, et ça fait perdre surtout beaucoup de temps, puisque systématiquement, il faut venir replacer le canon, recalculer la hausse, etc. Alors les cadences de tir qu'ils arrivent à maintenir à l'époque, c'est quand même assez honnête compte tenu de tout ce qu'il y avait à faire, hein, c'est à peu près un obus par minute qui est envoyé, donc c'est quand même pas trop mal un peu, vu qu'il y avait à chaque fois à replacer le canon, etc. Et les portées de tir sont pas trop mal aussi, hein. On a donc 2 modèles ici, un modèle qui tire à 6 km de portée, donc on arrive au village de Saint-Ours hein, qu'on voyait tout à l'heure à peu près. L'autre modèle c'est 9 km de portée avec les fameux obus de 40 kg, hein. Donc 9 km on arrive à peu près au pied du sommet de Dires qui est là-bas, donc c'est quand même pas trop mal niveau portée de tir. Même si la précision c'était pas encore tout à fait ça. Alors deuxième génération d'armement ici, donc les fondations qu'on a là, ça date de 1925. Cette fois, donc ça va plutôt ressembler à ceci. Je vais faire dans l'autre sens. Je vais vous expliquer un peu les changements. C'est pas tout à fait le même affût hein, qu'on a ici, mais effectivement, voilà. Alors ça, il y a un piston voilà, qui amortit le recul. Donc ça c'est la grande innovation, hein, donc ça c'est toute fin 19e, on a trouvé une solution aux histoires de recul justement. Donc il y a la partie avant du tube du canon qui va devenir mobile, on rajoute un ressort derrière, et donc au moment du tir c'est plus tout le canon qui bouge, c'est juste la partie avant du tube qui va bouger, donc qui permettait d'amortir le recul. Donc ça permet de passer sur des postes fixes comme celui qu'on a ici, la précision va pas mal augmenter. La portée de tir aussi augmente, on passe à 12 km de portée sur les canons qui étaient ici, ce qui devient très intéressant parce que 12 km de portée, on arrive jusqu'à la batterie de Dires qu'on aperçoit, d'accord. Donc,
Pour nous, hein, il faut comprendre que la batterie des corps ici, quand elle a servi défensivement en 1940, c'est une position qui était à circuler par rapport à la frontière et qui a surtout servi à défendre les positions qui sont plus en amont. Donc la batterie des corps qui était ici, elle a tiré à peu près 500 coups de canon en 3 jours de combat face à l'armée italienne, voilà, pour vraiment défendre les positions qui sont plus en amont. L'autre changement, alors de façon générale, après la Première Guerre mondiale, on va plutôt avoir tendance à réduire les diamètres de canon sur les armes terrestres, puisque alors jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a plutôt tendance à faire des canons de plus en plus gros, jusqu'à notamment la grosse Bertha, qui est un truc assez connu, hein. Donc ça c'est canon de l'armée allemande de 14-18, hein, c'est 420 mm de diamètre, c'est vraiment un truc gigantesque. Les obus ils pèsent 250 kg par contre, hein, donc c'était un peu bon. Voilà, un obus par heure, un truc comme ça. Je crois que c'était ça par jour seulement. Parce que voilà, ça chauffait tellement quand on tirait avec ça qu'il fallait ensuite attendre super longtemps avant de pouvoir relancer un autre obus. Voilà, c'était. Et en fait, suite au combat de la Première Guerre mondiale, on a compris que ce qui fait des dégâts quand on combat de l'infanterie, hein, des soldats qui sont à pied à l'extérieur, ce qui fait des dégâts dans un obus, c'est pas spécialement l'explosion qui a lieu au départ. C'est plutôt tous les éclats qui sont produits par la suite. Donc avoir plein de petits obus qu'on peut envoyer rapidement, c'est finalement beaucoup plus destructeur qu'un seul obus qu'on peut envoyer voilà, très longtemps. Donc de façon, voilà, on passe à un diamètre de 75 mm ici, avec des obus qui pèsent moins de 10 kg, qu'on va pouvoir transporter très facilement à la main et qu'on peut envoyer très rapidement. Les cadences de tir, elles sont assez impressionnantes. Hein. Seconde Guerre mondiale, on a des cadences de 12 à 15 coups par minute sur les canons. Hein. Donc on envoie un obus toutes les 4-5 secondes. Voilà. Alors je vous explique les fondations qu'on a là. Donc ça c'est la partie qui permet de maintenir le canon en place, hein. Donc c'est planté à peu près à 50 cm de profondeur avec du béton qui est coulé par dessus pour maintenir tout ça. À l'époque il y a encore ici les roues des canons, hein, qui permettaient de les faire pivoter à 360 degrés. Donc ça pivote à 360 pour couvrir le fort de Valonclos direction col de Vars, la batterie de Cuguret, etc. Et donc les fondations bétonnées qui sont ici, ça servira à rajouter une protection hivernale simplement. Voilà, un toit en tôle métro, hein, par-dessus pour protéger de la neige. Puisque vous pouvez y en avoir des sacrées quantités par ici. Alors évidemment en hiver on ne pouvait plus pivoter les canons, mais il faut se dire que les attaques en hiver c'est très rare, hein, surtout dans les régions montagneuses comme ici où il pouvait y avoir des sacrées quantités de neige. Même si on avait des troupes qui se déplaçaient à ski, etc., quand il y a 3-4 mètres de neige un peu partout, ça reste compliqué, quoi. Il y a quelques épisodes d'attaque hivernale pendant les combats de la reprise de la vallée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a rien qui a abouti en général à cause de l'enneigement. Là on parle de casemate à canon ici, donc c'est une position de canon qui est recouverte, hein, qui est protégée simplement. Alors c'est quelque chose qui a été installé en 1913, hein, en même temps que le casernement qu'on a vu, des choses comme ça. Il faut comprendre que pour les constructions de ces époques, c'est quelque chose de très obsolète, hein. Ici ils sont vraiment allés beaucoup à l'économie. On a normalement des constructions bétonnées à ces époques-là. Là, le peu de béton qui a été utilisé, c'est les socles des canons qui sont en dessous et une petite couche qui est rajoutée par-dessus pour protéger rapidement. Mais voilà, les constructions en pierre maçonnée pour cette époque-là, c'est très dépassé. Vous pouvez même voir la partie sur la gauche, là-bas où il n'y a même pas de mortier pour joindre les pierres entre elles, hein, que de la pierre sèche ici, donc c'est voilà, très à l'économie. Alors, celle-ci, elle est vraiment installée expressément pour défendre le fort de Valonclos, hein, qui est en direction du col de Vars. Et elle reste intéressante tout de même parce qu'ici ils ont séparé la position de tir du poste d'observation en fait. Donc il y a une petite casemate d'observation qui est juste au-dessus ici. Et donc on observe par là et ensuite on transmet les informations aux artilleurs qui sont en dessous. Donc ça a permis de mettre en place des principes qui seront utilisés dans les ouvrages Maginot par exemple, hein, des années 30. Les ouvrages Maginot c'est quasiment que des tirs à l'aveugle, hein, qui sont réalisés depuis l'intérieur, et les observations extérieures c'est les postes d'observation en altitude qui se chargent de les faire, qui transmettent ensuite les informations. Donc ça c'est des choses qui sont déjà mises en place à partir de 14-18, hein, et qui sont vraiment concrétisées dans les ouvrages Maginot. Là, il n'y a rien comme écart entre l'observation et le tir. Il n'y a pas beaucoup d'écart, effectivement. C'est En fait, depuis les ouvertures, là, on ne voit pas tout à fait le fort de Valonclos qu'on est censé défendre, alors que de là-haut, ils le voyaient. Et ici, ils ont pu faire quelques essais de tir à l'époque, parce qu'il n'y avait pas trop d'habitation de ce côté. Par contre, tous les ouvrages Maginot qui sont du côté de l'Italie, ça a été impossible de faire des essais de tir. Ils ont tout repéré par des calculs mathématiques, des choses comme ça, mais il y avait beaucoup trop d'habitation à l'époque. Le téléphérique est là, donc ça c'est la version de 1937 du téléphérique, hein, qui marche à l'électricité, celle-ci. Donc ça c'est le bâtiment le plus récent qu'il y a sur la batterie des corps. La première version du téléphérique, hein, vous en avez une photo là. Donc ça c'est la version de 1894 qui était faite en bois, hein, donc on a les fondations qu'on voit encore dépasser là du sol ici. Et cette première version elle fonctionnait avec un manège à mulet à l'origine, hein, pour actionner les câbles. Voilà. Donc ils ont remplacé en 1937 par la version électrique. On va aller voir dedans.
Et c'est magnifique. Toujours en état. Gouvernement, oui, qui est juste après, donc c'est 2 toilettes pour 80 soldats qui étaient prévus ici. Bah, il fallait pas avoir une diarrhée à Noël, hein, parce Non, que. c'est ça. Alors c'était une Deux toilettes pour assez 80 révolutionnaire, soldats. Ces cabines de toilettes là comme ça a réglé. Eh ben, quand il était en train de beaucoup faire de l'autre, il le poussait l'hygiène pour pour ça. les armées à une certaine période. Donc là il y a un bac, une cuve en dessous qu'il fallait vider tous les jours, hein, et on allait incinérer tout ce qui était à l'intérieur. Il y avait des règles d'hygiène très strictes, hein, ici c'était formellement interdit d'aller faire ses besoins dans la nature ou des choses comme ça, ce qui est compréhensible parce qu'avec 1200 personnes sur le fort ça devient vite ingérable quoi. Voilà, donc c'était que dans les toilettes. Sauf la dysenterie, est-ce que Ouais. dysenterie? Oui, ça c'était des risques qui pouvaient être fréquents. Les armées de Napoléon, par exemple, hein, c'était un problème très récurrent. Les soucis liés à l'hygiène, il y avait de la dysenterie un peu de partout, des trucs comme ça. Et quand on sait un petit peu comment c'était. Ouais, notamment. L'expression jus de chaussette, ça vous connaissez ou pas? Pour parler du mauvais café, le jus de chaussette pour parler du mauvais café. En fait, ça vient des armées de Napoléon. Ça arrivait vraiment qu'ils fassent leur café dans leurs chaussettes. Quoi, parce qu'ils avaient pas. Bon, ils avaient du café déjà, c'était pas mal. Hein, Je reprendrai bien. on va aller voir la petite caponnière qui est juste là et puis voilà. Celle que l'on a vue au tout début de la visite. Non, pas de souci. Des trucs secs avec la racine, parce que c'était pas sûr que tout, non. Exactement, oui, c'est celle qu'on a vue au tout début. Ouais, ouais. Vous pouvez même voir par là, on voit le petit aqueduc là qu'on voyait. Qu'on voyait au tout début de la visite. Donc là, je peux un peu mieux vous expliquer la disposition des créneaux de tir ici. Donc là, vous avez au niveau des pieds, les créneaux de pied faciles. Hein. Donc ça permet de défendre vraiment les abords de la caponnière, un peu en contrebas. Pour cette raison, on a un petit fossé secondaire qui a été rajouté tout autour du bâtiment ici. Ce qui permet que, voilà, si quelqu'un venait assaillir le bâtiment, on a une position surélevée et ça va laisser le temps de se défendre. C'est assez bien fait, la disposition de ces créneaux de tir. Ils sont très légèrement en contrebas par rapport au niveau du fossé qui est à l'extérieur. De cette manière, si quelqu'un arrivait par le fossé, il ne va pas très bien voir en fait ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc on pouvait rester couché devant l'ouverture ici sans être vu de l'extérieur, justement, alors que de l'intérieur, on voit très bien ce qui se passe. Ensuite, on a les créneaux horizontaux un peu plus hauts, comme celui qui a de ce côté-là. Donc ça, c'est pour défendre dans l'axe du fossé directement. À l'origine, c'est ce qu'on va trouver à la place des créneaux bétonnés qui sont de chaque côté là. Voilà, donc ça, c'était pour couvrir l'axe du fossé. Et ensuite, les fameuses meurtrières verticales qui permettent de défendre plutôt en hauteur du fossé. Alors si vous regardez par les meurtrières, vous verrez que l'axe pour défendre le dessus du fossé n'est pas excellent en réalité. Mais il faut se dire qu'ils attendaient assez peu une invasion par le dessus du fossé à l'époque. C'est plutôt par le fossé qu'on va attendre du monde. Parce que si les parties inférieures du fort sont prises, c'est très facile d'accéder dans le fossé. Alors que venir au-dessus, il faut faire le tour par le plateau de Tournou, comme ce qu'on a fait. Voilà, c'était un peu plus long. Dernier type de créneau de tir qu'on a ici, donc c'est les créneaux voilà, un peu plus larges qui sont bétonnés ici. Donc ça, c'est des ajouts plus tardifs, ça date du 1913, en même temps que la dalle bétonnée, etc. Et ça va permettre d'accueillir un nouvel armement que j'ai très rapidement présenté tout à l'heure. Il y a un peu de lumière. Merci. Voilà, donc le canon revolver, je vais essayer de vous montrer un peu plus haut. Pardon. Voilà, donc je montre à tout le monde. Voilà, le canon revolver, donc ça c'est une arme qui a été inventée fin 19e, qui permettait, c'était surtout conçu pour défendre des grands axes comme des fossés par exemple. Donc le principe est très simple, on charge les cartouches par le plateau qui est ici.
On fait tourner la poignée, ça fait pivoter les tubes de canon et en même temps ça percute de façon automatique les cartouches. Donc la défense du fossé elle devient beaucoup plus efficace grâce à cet armement, parce que à l'origine c'est des soldats armés de fusils à un coup qui étaient ici, donc un coup on recharge, pas terrible. Et puis ça économise un petit peu aussi le nombre de soldats qui sont dans le bâtiment ici, parce que les fusils à un coup ils étaient 2 pour les faire fonctionner, il y en avait un qui chargeait, l'autre qui tirait, donc ça faisait une dizaine d'hommes à l'intérieur de ce bâtiment pour défendre le fossé. Cette arme là on a besoin aussi que de 2 personnes pour la faire fonctionner, mais on met deux de chaque côté, on couvre tout le fossé très efficacement. Pour les oreilles, Ça devait faire du boucan, oui. Ça doit être dur. Oui. Alors les cartouches qu'ils utilisaient là-dedans, c'est ce qu'on appelle des obus à balles. C'est un principe de sous-munition. Donc il y a en fait dans l'obus, il y a des billes en métal à l'intérieur qui font que dès qu'on a un impact sur une paroi du fossé, tout ce qui est à l'intérieur va se disperser vraiment dans toute la largeur du fossé. Donc c'était très efficace de défendre grâce à ça. Alors je dis des billes en métal, mais à l'origine on sait qu'ils mettaient un peu tout ce qu'ils avaient sous la main, parce que les billes ça coûtait cher pour le coup, donc c'était des clous, des cailloux, peu importe, tout ce qui pouvait blesser était là. Voilà. Alors l'autre chose, alors ils sont jamais servi de tout ça ici, parce qu'il n'y a jamais personne qui arrivait dans le fossé. Alors l'autre chose intéressante, la dalle bétonnée qu'on a vue de l'extérieur, donc vous avez pu voir, ça a un peu plus d'1 mètre d'épaisseur de béton armé qui est au-dessus. Donc on a estimé qu'elle pesait 40-50 tonnes à peu près cette dalle, d'après la densité du béton. Donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté le pilier au milieu pour soutenir tout ça. Ce qui est intéressant sur le pilier, c'est de voir un tout petit peu déjà la qualité du béton qui a été utilisé à ce moment-là. Ils n'utilisent pas encore trop de sable, parce que le sable, il fallait le faire venir jusqu'ici, donc on va privilégier des matériaux locaux. Ça ne le rend pas moins solide, cela dit, ça tient encore très bien. L'autre chose qui est un peu surprenante, c'est les biseaux qui sont sur les 4 points du pilier ici. Donc ça, c'est installé simplement pour faire passer les canons plus facilement autour. Ce qui est surprenant, si vous faites le tour, vous verrez qu'ils ne sont pas du tout réguliers, en fait, ces biseaux. Ça, c'est quelque chose d'un peu surprenant pour les constructions militaires. En général, c'est des choses qui sont bien finies, etc. Là, on a vraiment des signes, des choses qui ont été finies un peu à la va-vite, on va dire en 1913, qu'on n'a pas le temps de bien finir avant que la plupart des soldats soient envoyés dans le nord de la France à l'époque, parce qu'on en avait un peu plus besoin. Petite anecdote par rapport à ça d'ailleurs, c'est qu'en 14-18, la plupart des soldats qui étaient ici ont été envoyés dans le nord, parce qu'on en avait un peu plus besoin là-haut. Mais on a quand même quelques chanceux, on va dire, qui sont restés ici pour surveiller le fort à l'époque, qui ne sont pas allés combattre à Verdun, etc. C'est pour ça que je dis qu'ils sont chanceux. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'on a des témoignages d'artilleurs qui étaient ici en 14-18, qui ont fini par se rendre compte qu'ils n'avaient même pas les bonnes munitions pour les canons qui étaient là. Ils n'avaient même pas les bonnes munitions pour les canons qui étaient ici, quoi. Donc, voilà, c'est probablement que la plupart du matériel a été envoyé un peu dans le nord, dans la précipitation, donc ils ont fini par se retrouver sans les bonnes munitions. Ça, apparemment, en France, c'est un truc qui arrivait de temps en temps, qui était plutôt fréquent finalement. Mais voilà. Bah, heureusement, voilà. On comprend mieux l'origine de la tenue de PQ, quoi. Une peu par profil. Tout est parti dans le nord. C'est une question de munitions. Voilà, on va ressortir. Le gouvernement il est fait en 1893. Ce qui dénote un petit peu sur ce bâtiment, c'est qu'il n'y a pas que des matériaux locaux qui ont été utilisés ici pour une fois. Donc vous avez les briques pour les encadrements de portes et de fenêtres. Et il y a des tuiles qui recouvraient la toiture aussi. Donc les tuiles venaient de Marseille, c'est là qu'on faisait la plupart des tuiles en France. Et les briques qui sont ici, elles viennent de Saint-Étienne. Alors si vous vous souvenez, c'est le premier régiment qui est venu s'installer de façon permanente ici, c'est le 157e régiment d'infanterie de l'Ardèche justement. Donc c'est a priori eux qui ont ramené ça dans leur bagage à l'époque et qui ont construit ce bâtiment. Donc il y a 3 étages à ce bâtiment, les 2 étages sont vraiment sous terre à flanc de falaise ici. Les étages inférieurs, on y accède par l'escalier qui se trouve juste derrière ici. Alors si l'escalier a été séparé du bâtiment, c'est parce que l'étage auquel on se trouve n'est pas renforcé contre les bombardements. Donc s'il venait à être détruit, on pouvait continuer à accéder en dessous par l'escalier simplement. Donc à cet étage-là, on trouve les pièces les moins importantes, tout ce qui est pièces à vivre, salle à manger, ce genre de choses. Les choses qu'on veut protéger, on les met dans les parties inférieures, donc tout ce qui est dortoir, cuisine, garde-manger, sanitaire, c'est aux étages. Et c'est dans quel état, monsieur ? C'est plus en très présent. Enfin, les parties voûtées, renforcées, ça va, mais il y a des endroits. Ça fait partie du projet de restauration ? Oui, ça c'est les travaux d'urgence qui vont restaurer ce bâtiment. Se retaper en fait. Celui-là, il n'y a plus de toiture. Dans 2-3 ans, si on ne fait rien, il s'effondre. Le but, c'est On visite, parce qu'il y a 2 ans, il faisait encore visiter. Pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ouais, aussi. c'est pas uniquement de remonter des murs.
Oui. Alors, il y a une façade qui est à flanc de falaise, qui est à l'extérieur avec des ouvertures. Et il y avait de la lumière. On a encore les. Comment ça s'appelle les plaintes pour passer. Bah là, il y a ça pendouille. Là. C'était en bois. Ouais. Ça pendouille. Là. Oui. Alors, ça, c'était plutôt un truc de téléphone. Ouais, je pense. Ah, il y avait peut-être aussi l'éclairage. Il y avait peut-être aussi l'éclairage extérieur. Vous pouvez voir le double vitrage de l'époque en face. Il y a des deux fenêtres pour protéger un peu mieux du froid. On arrive au magasin à poudre. C'est très intéressant. Voilà, plusieurs petites choses à montrer ici. Avant de parler du tunnel du bâtiment, vous pouvez voir, il y a des graffitis de soldats ici un peu partout là, sur toute la paroi ici. Vous en avez aussi un peu partout sur les petits écussons là qui sont faits ici. Donc les graffitis ici remontent à 1888 pour les plus anciens. Donc c'est surtout le 157e régiment d'infanterie de l'Ardèche qu'on retrouve ici, donc ce sont les premiers occupants permanents. Alors ici ils sont assez sommaires les graffitis, c'est juste le nom du soldat, le numéro du régiment, des trucs comme ça. À d'autres endroits du fort on a des graffitis qui sont beaucoup plus expressifs, a priori ça dépendait beaucoup de la hiérarchie, si le chef était sympa les soldats se lâchent un petit peu alors que ici il devait être un peu plus strict. Donc, voilà. Et donc là on a trouvé quoi comme infrastructure D'ailleurs, on remonte un peu sur la photo. Donc nous on est encore un petit peu au-dessus ici et le tunnel il parcourt toute la falaise pour rejoindre le port supérieur qui est juste là. Donc il fait à peu près 300 mètres de long ce tunnel. Vous pouvez voir qu'il est creusé de façon assez large, c'était prévu de pouvoir y faire passer des charrettes à l'intérieur. C'est le passage qu'on privilégiait pour transporter les explosifs justement, pour avoir un passage protégé et pas éviter de prendre les passages à découvert. Alors ils creusent aux explosifs aussi justement à l'époque pour installer le tunnel. Ils font des trous de baramine, normalement on en voit là. Voilà. Trous de baramine comme ce qu'on a là, donc des grosses barres en acier pour faire un trou dedans. Ensuite on met un petit bâton de dynamite dedans, on fait tout sauter. Et on excave à la main par la suite évidemment. Donc ils ont mis à peu près 10 ans à creuser ce tunnel. Sachant que c'est pas que un conduit d'un bout à l'autre, il y a aussi des parties de caverne qui ont été rajoutées dedans, notamment les écuries pour les mulets qui sont mises directement dans le tunnel ici pour gagner un peu de temps. Et on a une sorte de garage à charrette à un endroit. En fait, il y a quelques parties d'escalier dans ce tunnel avec des rampes sur les côtés des escaliers qui permettaient de faire passer les roues des charrettes, des canons, etc. Et donc une fois qu'on avait passé les parties d'escalier, il y a une énorme caverne qui a été creusée pour pouvoir laisser les charrettes à cet endroit-là et pas avoir à repasser les escaliers systématiquement. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont finir par le rouvrir celui-là parce qu'il est intéressant à voir, mais pour l'instant il y a des endroits où des pierres qui font 2 fois ma taille tombent du plafond, donc on va y arriver. On entend ? C'est le type qui habite dans les toiles. Non, c'est la grille qui fait gling. Il n'y a rien. Ouais, on y voit un petit peu là. Les écuries, elles sont tout au fond sur la droite. Là. Oui, des moyens. Ça descend de 50 mètres. Oui, c'est ça, c'est ce bâtiment-là. Oui. Ouais. Là, on voit 15. 156e 757. Il a été fait pour dénommer les Pambades, je crois. Au magasin. La poudre blanche. Oui, c'est pas la même. Donc ça, c'était une des réserves de poudre du fort. Donc des réserves de poudre comme ça, il y en a un peu tous les endroits où des canons sont installés. Celle-ci, c'était la plus importante. Pour le coup, il stockait à peu près 53 tonnes de poudre à l'intérieur. Donc contrairement à tout ce qu'on a vu auparavant, ce bâtiment ici, il a été très bien fait. Ils ont vraiment pris soin d'utiliser des matériaux de qualité, de bien faire la construction, etc. Parce que 50 tonnes de poudre, si ça a explosé, il n'y a plus de fort, il n'y a plus de montagne, il n'y a plus grand-chose. Donc il fallait très bien protéger tout ça. Si vous avez déjà eu l'occasion de visiter des forts Vauban, c'est vraiment calqué sur les poudrières de Vauban, cette poudrière-là. La grande différence, c'est que les poudrières Vauban, on prévoyait qu'elles puissent exploser justement, donc, parce que déjà la poudre n'était pas la même qu'à la fin du 19e et qu'il y en avait des quantités un peu moins importantes qui étaient stockées dedans probablement. Donc les poudrières Vauban, par exemple, il y a le toit qui est moins renforcé pour que ça diffuse l'explosion vers le haut, s'il y avait un accident, des choses comme ça. Là, la grande différence, c'est que voilà, ça ne doit pas exploser du tout. Donc c'est une caverne qui a été creusée dans la roche, il y a à peu près 10-15 mètres de roche au-dessus pour protéger tout ça, et c'est renforcé par une voûte bétonnée qu'on peut voir au-dessus. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque. Comme j'ai dit, le béton, fin 19e, c'était un matériau qui coûtait très cher à produire, donc on en utilisait à la rigueur pour des petites fondations, des choses comme ça, et là on a carrément toute la voûte qui a été faite en béton, ce qui montre vraiment qu'ils ont mis les moyens sur ce bâtiment.
bonne question. Ça, je ne sais pas exactement. On va éviter que quelqu'un accède par-dessus. On est arrivé au magasin à poudre. Super belle porte. Ouais, ça c'est classique. Ouais, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà standards. Oui, il y a une bonne acoustique. Magnifique bois. Alors, je vais expliquer un petit peu. Donc ici, la poudre était stockée dans des caissons de bois. On amenait ensuite les enfants qu'on avait besoin. Ah, les enfants, par contre, là, ça résonne beaucoup, s'il vous plaît. Voilà. Là, vous pouvez voir à peu près la limite à laquelle arrivent les caisses de poudre. C'est la trace qu'on voit un peu sur tout le tour de la pièce là. Ça ne prend pas tant de place que ça. En réalité, 50 tonnes de poudre, c'est un matériau qui est très dense, donc ça ne prend pas énormément de place. Alors, beaucoup de choses qui sont faites pour éviter les risques d'explosion ici. Donc, déjà, les soldats qui sont amenés à venir dans la poudrière, on adapté leur tenue, on enlevait toutes les pièces métalliques sur les tenues. Il y avait des tenues spéciales en fait pour rentrer dans la poudrière. Ils enlevaient les chaussures à clous, ils mettaient des chaussons en feutre avant de rentrer à l'intérieur. Le tissu était important aussi, il ne fallait pas de choses qui fassent de l'électricité statique. Donc le coton c'était un peu cher, c'était plutôt de la jute ou des trucs comme ça pour les tissus des vêtements. C'est aussi pour ça qu'on a du plancher au sol, ça évite les risques d'explosion, il n'y a pas une seule pointe métallique qui dépasse, quoi que ce soit. Les seules pièces métalliques qu'on trouve ici, ce sont les gonds de porte qu'on peut voir là. Et c'est pas n'importe quel matériau qui a été choisi, les gonds de porte sont en bronze, parce que le bronze ne produit pas d'étincelles justement quand on le frotte. Donc ça c'était déjà le cas dans les poudrières avant au XVIIe. Sérieux aussi. Pour l'aération ici, c'est très bien fait aussi, donc vous avez pu voir de l'extérieur. Le bâtiment est séparé de la route, ça permet la circulation de l'air tout autour. Et dedans ici, on a pas mal de choses qui sont installées. Donc là, vous avez déjà les deux grandes ouvertures qui sont de chaque côté sur le dessus de la pièce, ça permet la circulation de l'air par le dessus. Et de la même manière, en dessous du plancher, il y a à peu près 1 mètre de vide sanitaire, donc la circulation d'air par en dessous du plancher. Le plancher il est d'origine, il a 150 ans. J'en ai rarement vu en aussi bon état à cette époque. Pour le coup, voilà. C'est du mêlé, normalement ça va un truc facile, mais en plus avec l'aération qui est faite, c'est très bien. Alors, dernière petite chose, c'est le système d'éclairage ici. À l'époque, on s'éclaire encore beaucoup à la lampe à huile, donc vous pouvez imaginer qu'on ne rentrait pas avec les lampes à huile à l'intérieur de la poudrière. Donc là, ça va se faire par les petites ouvertures qui sont dans le fond de la pièce là-bas. C'est assez ingénieux, en fait, on contrebas des ouvertures, voilà. En contrebas des ouvertures, à ce niveau-là, là derrière, il y a une petite plateforme. On pose la lampe à huile dessus, et ensuite, au niveau de l'ouverture, il y a un miroir qui permettait d'envoyer la lumière vers l'intérieur. Ça, on était à peu près sûr d'avoir de pas avoir de faire dedans. En plus de ça, vu la quantité de poudre qui était stockée ici, les prix plus loin, on est en plus rajouté des types de protection par-dessus. C'est pour ça que vous avez de la tâche un peu autour de l'ouverture. Je vous montre un bout de vide qu'on a trouvé un. Vous allez voir quand on tape les semblants. Voilà. Donc ça, c'est un morceau de la vitre qui était présente là-dessus, qui a à peu près 1 cm d'épaisseur sur 1 mètre carré comme ça. Sachant que le verre était aussi un matériau qui coûtait un peu cher à l'époque. Voilà, ça montre encore qu'ils ont mis les moyens. C'est pas tout à fait la vitre d'origine, celle-ci n'était pas encore d'ouvert transparent comme ça à ce moment-là, mais c'était déjà la taille qui était prévue. Vous pouvez voir qu'il y a souvent des traces roses et vertes dessus, parce que la plupart des pierres taillées ici, elles ont été prélevées en général dans les carrières de marbre qui se trouvaient dans le fond de la vallée à l'époque. Du côté de Sereine et Mourvin, il y avait des carrières de marbre et prélevé les pierres taillées de taille là-bas. C'est un système de contrepoids, c'est facilité. Oui, oui.
Pardon. Ça fait mal? Le système de mécanisme du pont-levis, enfin du pont basculant à effacement. Pardon. C'est très bien équilibré d'un coup à l'autre, et ça repose toujours sur au moins 5 ou 6 galets en dessous, donc le poids il est très bien réparti. Et on a une capacité en Bonne question. Mais il pouvait faire passer des charrettes chargées avec des momies tirées, normalement c'était pas mal. Et on sait quand est-ce qu'il est fini. Ça repose toujours sur 5 ou 6 galets en dessous, donc le poids est très bien réparti. Il n'y a même pas besoin de vous dresser les roulements, c'est pas des roulements à billes, hein, donc c'était voilà, très très bien fait. Alors si vous voulez reculer un tout petit peu, je vais vous montrer juste hein, que c'est vraiment pratique. Donc il y a juste pour le rentrer à tirer sur les poignées qui sont là. Il y a pas ces épinards au moins avant. Voilà, donc c'est vraiment très simple, hein, il n'y a pas beaucoup de force à mettre. Voilà. Et on va le repousser, je viens un petit coup même pour le repousser. Putain, on ne pas qu'on le fait dans le décor de l'autre côté. Le mec il y va, il est ouvre et paf, l'autre il tombe. Voilà, on va passer le pont.